Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Nous revenons à la Divine Comédie, mais à la Divine Comédie russe. Et Elena Mochonkina, titre Onorate l'Altissimo Poeta, va nous parler des lectures russes de la Divine Comédie. Elena est venue en France il y a quelques années, historienne, et après quelques tâtonnements, elle a trouvé toute seule qu'il y avait un sujet vraiment intéressant, c'était Claude Fauriel. Et elle est venue à Claude Fauriel à partir des travaux de Claude Fauriel, elle était partie de la chanson de la croisade albigeoise. Et elle a fait une thèse vraiment très remarquable sur ce savant qui est une sorte d'anti-Paulin Paris, qui est à l'opposé de la tradition ici du Collège de France, mais vous savez qu'il y a eu ce destin particulier d'être le secrétaire de Fouché, brimé pour ça sous la Restauration, nommé sur ses vieux jours professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses dossiers, ses archives sont à la bibliothèque de l'Institut, et conservateur au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque royale, comme Paulin Paris, mais ils se détestaient, Paulin Paris, et ils étaient là, chacun à côté d'un bureau, à se détester. Et Fauriel, ami de Manzoni, qui a publié les chansons grecques et serbes, etc. C'est un personnage qui avait déjà été étudié, mais vraiment, Elena a fait un très très beau travail avec une énergie et une intelligence remarquables dans tous les domaines. Elle est historienne, c'est-à-dire que quand elle est arrivée à Paris, elle savait le français comme quelqu'un dont c'est pas le métier d'apprendre les langues étrangères, c'est une langue dont il a plus ou moins besoin. Et on va entendre son français maintenant, il faut voir le français qu'elle écrit. Et alors maintenant, elle est revenue à son pays, elle est donc maître de conférence à l'université d'Astrakhan, et elle s'intéresse aux traductions de la Divine Comédie au XIXe siècle et aux traductions russes de la Divine Comédie, ce qui, de toutes les façons, est en continuité avec son intérêt d'origine pour Fauriel, en réalité. Mais allez-y. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier M. Michel Zanck de m'avoir gentiment invité à venir faire cette présentation. Et parlez fort, toutes ces jeunes femmes sont un filet de bois, ce sont de vraies violettes. Et je commence tout de suite par une petite remarque. Quand on parle des traductions de la Divine Comédie vers le russe, il ne faut pas oublier qu'il s'agit en fait d'une triple traduction, parce qu'on traduit non seulement d'un siècle en siècle, d'une langue culture vers une autre langue culture, mais en plus, on traduit d'un système de versification vers un autre système de versification, avec toutes les difficultés complémentaires que cela représente pour les traducteurs. Parce que depuis le XVIIIe siècle, la poésie russe, c'est une poésie exclusivement syllabo-tonique. Mais d'ailleurs, j'étais tout à l'heure très contente et un peu surprise aussi d'entendre M. Zanck dire que pour l'oreille française, même pour l'oreille française, l'endécasyllabe italien sonne comme quelque chose de très bizarre. Donc cela prouve plutôt que nous avons plus ou moins les mêmes problèmes de traduction, sauf que dans notre cas, à nous, les difficultés sont encore plus grandes. Ceux qui se penchent sur l'histoire des pratiques traductives savent qu'un élément étranger ne pénètre dans une tradition que s'il lui est nécessaire, c'est-à-dire s'il vient occuper une place où il n'y a rien. On peut en conclure que l'apparition des premières traductions russes de la comédie
dans le premier tiers du XIXe siècle, a été nécessaire à la littérature de ce pays. Un fait contredit en apparence ce qui vient d'être dit, c'est le petit nombre de traductions que nous avons du XIXe et du XXe siècle en Russie. De fait, la fortune de Dante en Russie semble à première vue moins brillante qu'en France. Les tentatives plus ou moins régulières de traduire la comédie ne commencent chez nous que relativement tard, à partir des années 20 du siècle avant-dernier, et durant encore très longtemps se bornent aux extraits tirés de quelques chants de la première cantique. La traduction intégrale n'est publiée qu'en 1842, de telle sorte qu'avant cette date, on ne pouvait lire le poème entier en russe. Au total, pour la première partie du XIXe siècle, on ne recèle que 4 tentatives sérieuses de traduction, dont une seulement rend la totalité du texte sans rien lui imputer. Pour la deuxième partie du XIXe siècle, la situation est à peine meilleure. C'est l'époque de la popularisation du poème qui, en 50 ans, connaît au moins 3 traductions intégrales. Mais le revers de la médaille consiste en ce que la culture poétique de cette époque est en nette baisse par rapport à celle du début du siècle, et donc les nouvelles traductions sont à tout point de vue inférieures aux tentatives précédentes. Vient ensuite une période de l'oubli où on ne voit que quelques rares versions marginales, d'ailleurs toutes limitées à quelques chants. La traduction de Mikhail Lozinski, qui lui a valu le prix Staline en 1946, c'est la première entreprise de cette ampleur depuis la fin du XIXe siècle. Elle la restera jusqu'en 1995, quand paraîtra la version controversée en vers syllabique d'Alexandre Ilouchine. Il est vrai que dès la fin du siècle dernier, nous assistons en Russie à un renouveau d'intérêt au poème. Néanmoins, seulement 2 traductions intégrales de la comédie au XXe siècle restent un bilan sévère, même étant donné qu'au moins une d'elles a été une franche réussite. Au titre de comparaison, en France, tout au long de l'époque en question, Dante est traduit plusieurs fois avec une constance qui témoigne, pourrait-on penser, d'un effort persévérant pour le rendre de mieux en mieux. Déjà le début du XIXe siècle voit arriver toute une série de traductions vers le français de la comédie, à commencer par celle d'Artaud de Montour, 3 fois rééditée en moins de 20 ans. Pour la seule première partie du XIXe siècle, on ne compte pas moins de 13 traductions intégrales vers le français, intégrales et partielles, pardon. Ainsi, en reprenant en notre compte l'expression de Monique Neumer, on peut dire qu'au début du XIXe siècle, Dante en France non seulement sort du purgatoire littéraire où l'avait placé l'incompréhension classique, plus encore, la Divine Comédie s'affirme ici comme une des œuvres les plus traduites. Et par exemple, le Hamlet de Shakespeare ne compte que 6 traductions vers le français sur 100 ans. Évidemment, je laisse de côté pour l'instant la qualité souvent modeste de ces traductions. Ce qui compte, c'est l'intérêt constant que manifestent les traducteurs et les lecteurs, faut-il croire, français à la comédie. Contrairement à une idée reçue, il est difficile de considérer la réception russe de la comédie comme un processus linéaire allant vers toujours une plus grande compréhension de l'œuvre. Curieusement, c'est la toute première période qui se présente comme la plus importante. Même si elle est peu traduite, la comédie apparaît néanmoins porteuse d'une expérience précieuse pour la pratique traductive ultérieure. Au contraire, la deuxième moitié du XIXe siècle, replacée dans la perspective historique, semble une période stérile pour l'histoire de la comédie russe, malgré quelques succès d'apparence qu'elle connaît à cette époque. De fait, de toutes les traductions du poème datant de cette époque-là, il n'y a pas une seule qui ne soit aujourd'hui désespérément vieillie. Le discours sur la traduction qui se développe tout au long de la première partie de ce siècle disparaît des introductions au profit des comptes rendus biographiques sur Dante et sur son époque. Lozinski, au milieu du siècle dernier, se range dans la lignée de ces traducteurs du début du XIXe siècle et se montre ainsi critique à l'égard de ses prédécesseurs immédiats. Ce qui suit donc est une tentative de mettre en évidence les principales tendances qui caractérisent cette première étape de la réception de l'œuvre de Dante,
qui a été décisif pour l'histoire de la comédie en russe. Donc, s'il y avait dans l'histoire de la littérature russe une époque où la poésie traduite des autres langues jouissait du même prestige que la poésie originale, c'était sans aucun doute le début du XIXe siècle. Lorsque vers 1823 paraissent les premiers extraits de la comédie, la traduction de l'italien vers le russe est florissante depuis une dizaine d'années, grâce notamment à Constantin Batiushkov, excellent poète et un des meilleurs italianistes de son temps, auteur des traductions libres de Pétrarque, d'Arioste et de Tasse. Dante est absent de cette liste. Il ne trouvera l'affection des traducteurs que plus tard, au moment de la crise du système stylistique dominant, dans l'occurrence celle de Nicolas Karamzine et de son école dite sentimentaliste, qui domine donc l'horizon de la théorie littéraire, de la pratique littéraire du début du XIXe siècle. Mais alors, il apparaîtra comme allié naturel des adversaires de ce système. Car en vérité, cette première période de l'importation de la littérature italienne est marquée par une forte influence des doctrines poétiques et esthétiques du XVIIIe siècle français. L'attitude de Batiushkov, qui reste proche des préceptes stylistiques de Karamzine et de son école, est exemplaire à cet égard. Il connaît Dante dans le texte, car il repère sans problème la fameuse séquence de rimes dantesques tromba, tomba, rimbomba derrière un verre de tasse. Cependant, Dante est le seul des 4 grands Italiens qu'il ne traduit pas et son article annoncé sur Dante ne sera jamais rédigé. Enfin, lui qui aime citer ses poètes italiens préférés ne cite jamais le florentin. Ce sont autant des indices d'une attitude ambiguë que les poètes des années 10 ont à l'égard de l'auteur de la Divine Comédie. Cet état de choses change vers le début des années 30. En 1823, les extraits de la comédie traduits par Avraham Norov annoncent déjà ces changements à venir. En 1833, d'abord Pavel Katenin, ensuite Sergei Cheverev proposent leur version du poème. Enfin, dès la fin des années 20, Alexandre Pouchkine lui-même s'intéresse de près à Dante, en témoignent les références au poète italien dans ses poésies, de nombreuses mentions laissées dans ses articles critiques et surtout ces fameux pastiches humoristiques de la comédie, tentative de cerner les particularités du style dantesque. Ainsi, malgré l'absence de la traduction intégrale de son œuvre principale, au début des années 30, Dante devient en Russie un fait littéraire. Première chose à noter, donc, dès le début, les traductions russes se distinguent par l'intérêt porté aux aspects techniques de versification et aux aspects stylistiques du poème. Les détails biographiques, la figure de Dante lui-même intéressent moins. Les références dantesques de Pouchkine sont révélatrices à cet égard. Au nom de Dante, il associe constamment un nombre assez réduit d'épithètes, à savoir sévère, sauvage, sombre, il gran padre Alighieri, en italien dans le texte. La plupart de ces épithètes sont des clichés qu'on rencontre chez d'autres poètes, par exemple chez Batiushkov, mais aussi chez Alfieri ou chez Byron. Cependant, notons que presque tous sont à caractère stylistique. De même, ce qui intéresse les traducteurs russes de Dante, c'est le mécanisme de son vers, la recherche d'une forme stylistique adéquate. L'histoire en elle-même semble moins goûtée. On est bien loin ici des invectives d'un Artaud de Montaure dirigé contre l'engouement de certains lecteurs français pour les scènes de terreur, de châtiment et de feu dévorant. Les premiers poètes russes à s'essayer à la traduction de la comédie ne vont pas au-delà des 3 premiers chants de la première cantique. Ils ne proposent en somme que des échantillons de style. Tel est le cas de Sergei Cheverev, qui traduit en 1833 le début de l'enfer en vers syllabique. Il s'agit d'une expérimentation audacieuse, car la versification syllabique en Russie est à cette époque morte depuis 100 ans environ. Mais 10 ans plus tard, il revient à la tâche pour proposer une nouvelle traduction, cette fois en vers syllabotoniques des mêmes chants. Donc, pendant qu'en France, dès la fin du XVIIIe siècle, on cherche à embrasser la totalité de l'œuvre, à donner une idée d'ensemble, et en 1828, Artaud de Montaure ironise sur les partisans d'une seule pièce qui ne lisent et ne traduisent que la première cantique.
En Russie, on n'offre Dante au lecteur que par dose homéopathique, si on peut dire, je peux dire ainsi. Cela est d'ailleurs parfaitement logique, car le public russe connaît bien la comédie grâce aux traductions françaises. Et justement, la médiation française est le deuxième point important. Dès le XVIIIe siècle, les traductions de l'italien vers le russe sont exécutées, sinon exclusivement à partir des traductions françaises des mêmes œuvres, au moins en en tenant fortement compte et en y puisant largement. Les premières traductions de la Jérusalem libérée de Tasse sont farcies de phraséologismes français qui ne se retrouvent pas dans l'original. Avec Tasse, les poètes russes prennent l'habitude de rendre l'endécasyllabe italien par l'alexandrin à rime plate, très français à tous les points de vue et traditionnellement associé en Russie tout comme en France à l'épopée. Nous savons aujourd'hui que Batushkov, qui a beaucoup contribué à faire connaître l'œuvre de Tasse en Russie, travaillait à partir de tout un macro-texte comprenant la version prosaïque de la Jérusalem de son compatriote Popov, qui, soit dit en passant, à son tour avait mis à profit celle de Mirabeau. Mais il travaillait aussi à partir du texte de Lebrun et surtout il s'appuyait sur la traduction en vers de la harpe. En a résulté un texte hétérogène qu'on pourrait considérer comme l'exemple extrême de ce type de polygénèse, où les formules héritées de la poétique classique française voisinaient plus ou moins harmonieusement avec des clichés des expressions idiomatiques italiennes. En ce qui concerne la comédie, l'influence de la pratique traduisante française sur les traducteurs russes est aussi à prendre en considération. À côté de la traduction d'Artaud de Montaure, on connaissait les traductions de Deschamps et de Brizeux. Pouchkine, par exemple, possédait 4 éditions françaises de la comédie, y compris l'ancienne version de Grangier. Cependant, tous ces textes n'ont pas été lus avec la même attention. De la traduction d'Artaud de Montaure, il s'agit de la 2e édition, parue en 1828, il n'a lu que les 16 premières pages de l'Enfer et une partie du Purgatoire. Les pages du Paradis n'ont pas été coupées. En revanche, la traduction de Deschamps, manifeste de la dantologie romantique à la française, a été lue tout entière. L'attitude sceptique de toutes les factions russes de cette époque, factions littéraires bien sûr, à l'égard des romantiques français est bien connue. Lire attentivement Deschamps ne signifiait pas forcément approuver sa traduction. Et de fait, toutes les versions russes de la comédie datant de la période en question sont en pleine opposition avec son système. Même celle d'Avraham Norov, qui, du point de vue du système de versification adopté, l'Alexandra, lui reste la plus proche. La même chose peut-on dire d'ailleurs des stylisations dantesques de Pouchkine créées en 1830-32, donc seulement 2-3 ans après la publication de la traduction de Deschamps, et qui montrent que les choix traductifs des auteurs russes évoluent à cette époque, ou commencent à évoluer plutôt, dans une autre direction qu'en France. En Russie, la traduction à la française, c'est-à-dire une acclimatation aux tonalités de la littérature nationale, n'est pas évidente en raison de ce que les formes de la littérature nationale ne sont pas encore figées et leur répertoire n'est pas suffisamment riche pour fournir aux traducteurs des moules toutes faites. Par exemple, on peut pratiquer des traductions libres de l'épopée française médiévale en prenant pour modèle les cycles épiques russes. Mais en ce qui concerne la comédie, la littérature russe médiévale n'avait rien d'équivalent à offrir, donc tout restait à inventer et chaque auteur se livrait à ses propres essais. La question des éventuels emprunts des traducteurs russes à leurs collègues français n'a pas été examinée de près jusqu'à maintenant, mais la question mérite qu'on en dise quelques mots. La traduction d'Anthony Deschamps, qui ne comporte que 20 chants, dont certains sensiblement abrégés, est un essai tenté pour rapprocher Dante de la réalité littéraire contemporaine. La comédie est rendue sans division en strophes en alexandrin, ce qui lui donne des accents romantiques immédiatement reconnaissables.
Un autre trait romantique, le caractère délibérément fragmentaire de l'ensemble. L'esthétique du fragment était inconnue des traducteurs de l'époque précédente. Rivarol, par exemple, ne traduit que l'enfer, mais il traduit tout l'enfer, il l'accompagne de notes, il fait précéder les chants par des arguments, donc il fait un travail de commentateur. Très opposé à première vue, étant examiné de plus près, les traductions d'Artaud de Monteur et de Deschamps révèlent une parenté. Il n'y a aucun doute que Deschamps ait lu attentivement la version de son prédécesseur, et peut-être même l'avait-il sous les yeux en rédigeant son propre texte, car dans sa traduction, on trouve des choses absentes du texte de Dante et de celui de Rivarol, mais qu'on retrouve chez Artaud de Monteur. Et pour ne citer qu'un seul exemple, je prendrai les vers 31-33 du premier chant de l'enfer. C'est la fameuse description de la panthère que rencontre donc le personnage de Dante. Et ecco quasi al cominciar dolerta una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coverta, dit Dante. Voici Artaud de Monteur. Et voilà que tout à coup, une panthère agile et tachetée de diverses couleurs apparaît devant mes yeux. Anthony Deschamps, quant à lui, propose ceci. Voilà que tout à coup, auprès de la montée, une agile panthère à la peau tachetée parut devant mes yeux. On voit que ici, comme dans d'autres exemples d'ailleurs que je ne cite pas, Deschamps suit le modèle de Monteur jusque dans sa structure syntaxique. Et on constate au passage que le traducteur, entre guillemets, classique, tout comme son collègue romantique, reste grosso modo sous l'emprise d'une même vision du Moyen-Âge, en ajoutant au texte italien des horreurs prétendument gothiques. Les vers 49-51 offrent un exemple parmi tant d'autres de la négation systématique de l'étrangeté lexique, stylistique, syntaxique pratiquée par les traducteurs à cette époque. Donc chez Dante, on lit ceci. Una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte gente fugge a viver grave. Il est curieux de lire maintenant ce qu'en font les traducteurs. D'abord Rivarol, et son effrayable maigreur expliquait ses désirs insatiables. Elle avait déjà dévoré la substance des peuples, son funeste regard me remplit d'une telle horreur, etc., etc. Artaud de Monteur, une louve avide d'une maigreur repoussante et souillée encore de traces de ses fureurs, en fixant sur moi les yeux qui lançaient la terreur, et je saute. Et enfin, Anthony Deschamps, une louve maigre avec ses blanches dents et ses yeux et ses deux yeux luisants comme charbons ardents. Donc, là où Dante tire son effet de la juxtaposition des différents registres stylistiques, où il ménage des effets d'enjambement et offre une de ces fameuses métaphores déployées, les traducteurs se contentent d'enchaîner des clichés poétiques et de ramener le nouveau à du déjà connu. L'aspiration à la fidélité philologique et le respect de la lettre qui s'impose lentement à l'époque dite romantique ne signifie toujours pas la recherche d'équivalence stylistique. Il n'est donc peut-être pas anodin qu'avec Dante, le poids de cette médiation française dans le domaine de la traduction se mette à diminuer. Et s'il ne disparaît pas complètement, il devient en tout cas moins direct et plus subtil. On ignore par exemple si Katénine, un des plus importants traducteurs russes de Dante, avait des modèles français sous les yeux. Il est fort probable qu'il connaissait la version en prose d'Artaud de Monteur. À l'appui de cette hypothèse, on peut citer la traduction qu'il donne des mêmes vers 49-51 que je viens de citer, et qui présente les mêmes écarts que le texte français par rapport à l'original. Donc je rappelle que Artaud de Monteur traduit ces vers de la façon suivante. En même temps, une louve avide d'une maigreur repoussante essuyait encore des traces de ses fureurs, etc.
Et Katénine, donc, est derrière lui un loup insatiablement avide, effrayant par son extrême maigreur. Tout comme Artaud de Montaure, au vers 49, Katénine introduit l'épithète avide qui ne figure pas chez Dante et remonte probablement à son collègue français. Le vers suivant de sa version reproduit assez fidèlement la structure morphosyntaxique de la phrase française. Les deux traducteurs remplacent la métaphore dantesque « di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza » par la même périphrase. Enfin, en rendant le vers 51, le traducteur russe reste plus fidèle au texte italien sur le plan lexical. Il récupère le nom brame. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise comme son équivalent russe le nom algebas, c'est-à-dire c'est un archaïsme déjà à l'époque de Katénine. On employait beaucoup plus l'adjectif alch, mais pas algebra. Donc il le fait tout en gardant le dessin morphosyntaxique de la version française en même temps. C'est la méthode de travail pratiquée déjà par Batiushkov, mais qui perd de son caractère systématique et commence à se réduire à quelques emprunts ponctuels. Quant à la traduction d'Anthony Deschamps, ses rapports avec la traduction de Katénine sont plus difficiles à cerner. Les deux traductions paraissent presque simultanément. Cependant, la façon dont les deux poètes rendent l'incipit bien connu du poème ne permet pas d'exclure complètement l'idée que Katénine ait lu le texte français. Donc, Anthony Deschamps traduit ce vers de la façon suivante: quand j'étais à moitié du chemin de la vie, et Katénine, donc, si on essaie de retraduire en français, ayant parcouru à moitié le chemin de la vie. Ça peut paraître anodin, sauf que de tous les traducteurs français de la première partie du XIXe siècle, Deschamps est le seul à proposer chemin pour cammine italien, les autres auteurs faisant unanimement recours au mot course. Il semble que ce fut Rivarol qui eut été le premier à introduire en 1787 l'expression course de vie dans la traduction du vers le plus connu de la comédie. Il a été suivi en 1811 par Artaud de Montaure et en 1835 par Calmar de Lafayette. Une vingtaine d'années passent et Ratisbonne remplace course par un plus subtil trajet qui, encore 20 ans plus tard, cède place au terrestre voyage de Joubert. Enfin, Martret finit en 1882 par plaquer à Dante l'expression idiomatique « cours de vie ». Cette petite histoire de traduction ne mériterait pas d'attention s'il ne s'était pas montrée lourde de conséquences pour les traducteurs russes du début du XXe siècle. Il est fort possible que ce fût l'expression française « course de ma vie », identifiant la vie à un mouvement perpétuel, qui suggérait un autre traducteur de Dante, Valéry Brussov, la formule stranstvezibnoe, ce que veut dire littéralement pérégrination terrestre, laquelle formule, dans ce cas-là, serait une périphrase du français. Voici la traduction de Brussov du vers en question. Donc, à mi-chemin de la pérégrination terrestre, écrit-il. Et on remarque qu'il s'écarte considérablement sur le plan sémantique du vers de Dante. Du propre aveu de Brussov, il consultait les versions françaises en prose de la Divine Comédie, notamment justement celle d'Artaud de Montaure. Certains de ces ajouts au texte italien pourraient avoir leur source dans les versions d'Artaud de Montaure. En même temps, ils ne sont pas du genre à exclure une simple convergence. La question pourrait sembler de peu d'importance si ce n'était pas la fortune connue par la prétendue citation dantesque. Le travail de Brussov s'est arrêté au chant 3 de l'enfer et est resté en somme peu connu. En revanche, l'expression pérégrination terrestre s'est vite implantée dans le vocabulaire poétique russe. Plus encore, elle est devenue une formule poétique. La référence qu'il contient à l'œuvre de Dante était parfaitement transparente pour les contemporains de Brussov. Par exemple, on retrouve cette expression chez Nicolas Goumilov, dont un des derniers recueils de poésie s'intitule
au milieu de la pérégrination terrestre. Et les connotations dantesques de ce titre ont souvent été relevées, d'autant plus que le destin tragique de Goumelov, mort à l'âge de 35 ans, a invité à ce genre de rapprochement. En revanche, on passe sous silence le fait qu'il s'agit là, sinon d'une fausse citation, en tout cas d'une libre périphrase du français. Ainsi, donc, je le répète, la médiation française dans la réception russe de la comédie, qui semble cesser au milieu du XIXe siècle, s'avère à la fois plus durable et plus subtile qu'on ne le pense parfois. Et le troisième point à noter, donc, à la différence de la France et du XVIIIe siècle russe, où la translation littéraire d'une œuvre poétique commence souvent par des mises en prose, les traductions de Dante, dès le début, se font en vers. Selon la tradition qui s'établit à cette époque, seule la structure de vers est considérée comme adéquate pour traduire un texte poétique. L'exemple de Batushkov illustre d'ailleurs bien ce tournant, parce qu'il commence par traduire ses Italiens préférés sous forme de vers avant de se tourner vers la prose. Mais les traductions en prose s'avèrent encore plus décevantes. Très vite, il découvre que la prose ne garde que des idées. Et cela l'oblige finalement à abandonner sa traduction entamée de la Jérusalem libérée. Chez Batushkov, on sent se dessiner un nouveau contour de la théorie traductive. Les traducteurs commencent à prendre conscience des effets de sens de la forme poétique et la notion de fidélité, du coup, se charge d'un sens nouveau. Au contraire, en France, c'est la prose qui, à cette époque, manifeste souvent l'ambition de cerner au plus près l'original. Les traductions versifiées françaises de la comédie apparaissent relativement tôt, dès 1816. Cependant, ces publications ne constituent aucunement un point tournant et les versions en prose et celles en vers vont se suivre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Par conséquent, le discours sur la traduction tend à s'organiser autour des habituelles options générales littéralité, invention. Au contraire, en Russie, l'imposition du vers comme la seule option possible pousse les traducteurs à s'interroger plus sur la métrique à choisir. De fait, l'évolution de la pratique traductive de la comédie durant toute la première moitié du XIXe siècle se situe dans cette quête d'un maître approprié et d'un registre stylistique original. La tradition venue de France, et d'ailleurs fort récente à cette époque, voulait qu'on rende l'endécasyllabe italien par l'alexandrin césuré 6 et 6, autrement dit avec une coupure entre le troisième et le quatrième pied, en termes de versification syllabotonique. L'inconvénient évident de cette option venait de ce que l'alexandrin restait solidement associé à la poétique classique française. Et l'extrait traduit en 1823 par Avraham Norov, l'extrait de la comédie, en est un bon exemple. Son texte est plus une traduction vers le français du XVIIIe siècle que vers la langue de Dante. Scansion binaire en hémistiche symétrique, certains choix de lexique, phraséologie lisse, tout rêvait la couleur française. Et l'emploi des rimes tiercées à la place des rimes plates n'y change pas grand-chose. Aux antipodes avec sa politique traduisante est celle de Sergueï Cheverev, à qui on doit la seule, au XIXe siècle, tentative de traduire Dante en vers syllabiques. C'est aussi la première version ouvertement anti-française, car l'inévitable l'alexandrin est remplacé par l'endécasyllabe. Mais aussi parce que, à la clarté et à l'élégance, le traducteur préfère un style volontairement dur, coupé d'invraisemblables césures, compliquant la syntaxe et usant des rimes exclusivement féminines, ce qui constitue l'entorse volontaire à la règle de l'alternance des rimes dans le système de versification russe. En choisissant comme l'alternative à l'alexandrin l'endécasyllabe, il crée un précédent et ouvre une brèche. Il faut y voir un choix stylistique du poète qui entend ainsi souligner la tonalité italienne propre à son texte, tonalité qui exprime également l'introduction de l'élision étrangère à la langue russe et l'accumulation donc de rimes féminines. Le texte traduit participe ainsi non seulement à la translation de l'œuvre étrangère dans une langue différente, il participe aussi au transfert de l'étranger de cette œuvre
Il s'agit en somme de laisser parler l'autre, en l'occurrence Dante, sans chercher à le faire parler russe. L'ardiesse de cette entreprise est d'ailleurs limitée par le fait que la plupart de ces vers, soi-disant syllabiques, autorisent tout de même l'analyse en termes de pieds accentuels. Mais cela n'empêche que sa quête d'équivalent métrique à l'indécasyllabe italien, que dans cette quête, sa version est de loin en avance sur toutes les autres. Même si le traducteur est par la suite revenu à la versification traditionnelle syllabotonique, ses recherches n'ont pas été oubliées, comme l'a montré la traduction récente d'Alexandre Ilouchine. Enfin, Pavel Katenin, en 1832, rompt définitivement avec la tradition française en optant pour le pentamètre iambique qui s'impose depuis comme le maître le plus usuel pour les années à venir. On lui connaît une remarque stylistique intéressante justifiant ce choix. Il note que l'alexandrin est à refuter, entre autres choses, parce qu'il est de 2 syllabes plus long que le vers épique italien, ce qui oblige le traducteur à allonger sa pensée et à la rendre moins concise. En tant que traducteur, Katenin a contribué à introduire dans la littérature russe au moins 2 styles nouveaux, celui de la poésie populaire espagnole et celui donc des tercets dantesques. Avec lui, dans la théorie de traduction, s'introduit l'exigence d'un effet exotique, qu'il soit linguistique, métrique ou stylistique. Pourtant, sa propre métrique reste relativement sage, puisqu'il suit le principe de l'école russe en respectant le nombre de syllabes de l'original et en optant, mais pas vraiment, parce qu'il y a une alternance entre décasyllabes et dodécasyllabes, et en optant pour un équivalent syllabotonique de l'indécasyllabe italien. Mais sa mérite la plus grande est d'avoir explosé l'homogénéité stylistique qui caractérisait les traductions précédentes. Son système stylistique, mélange d'archaïsme et d'expression populaire, sera repris au XXe siècle par Mikhail Lozinski, dont la traduction est jugée canonique jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui. Pourtant, 60 ans plus tard, les choix stylistiques et métriques de Lozinski lui-même apparaissent déjà comme un peu trop prudents. Et donc, j'aimerais conclure, j'aimerais revenir sur la discussion d'hier et de ce matin d'ailleurs aussi, concernant les traductions. On a beaucoup parlé hier surtout de ce que les traductions vieillissent aussi avec les œuvres, mais pas à la même vitesse d'ailleurs, parce que les traductions vieillissent beaucoup plus vite en général. Mais la question qui n'a pas été abordée hier, mais qui a été légèrement effleurée ce matin, c'est justement la question de ce pourquoi certaines traductions vieillissent mieux que les autres. Et les observations que j'ai pu recueillir au cours de cette petite étude me font penser que, s'agissant de la Divine Comédie, des traductions russes de la Divine Comédie en tout cas, cette lutte contre le temps et contre le vieillissement qui fait partie de toute traduction, de toute entreprise traductive, cette lutte procède aussi par la quête constante d'un rythme approprié. Parce que ce qu'on reproche à la traduction de Lozinski, qui reste d'ailleurs toujours une très grande traduction et qui d'ailleurs a très bien vieilli, parce que surtout au point de vue de son vocabulaire, parce que Lozinski a eu l'intelligence de ne pas moderniser excessivement et abusivement sa traduction. Il a choisi comme modèle la langue poétique de l'époque d'Alexandre Pouchkine, et Dieu sait que cette langue, curieusement, n'a pas du tout vieilli, à la différence d'ailleurs de la prose de Pouchkine, qui a beaucoup plus vieilli. Ce qu'on rapproche donc à Lozinski, c'est d'avoir se contenter du pentamètre iambique qui impose déjà un rythme pas suffisamment souple. Et en plus, étant associé à la rime, parce que traduire Dante sans rime, c'est une chose inimaginable pour les traducteurs russes. Mais la rime, dans la structure d'un texte poétique, joue aussi le rôle d'un support puissant rythmique.
Donc tout cela fait que le texte de la Divine Comédie sonne affreusement, comme quelque chose d'affreusement monotone du point de vue du rythme. Les maîtres syllabotoniques gênent, moi, étant appliqué un sonnet de Pétrarque, par exemple, parce que c'est une petite forme, mais avec une œuvre de la longueur de la Divine Comédie, pour lequel, en plus, le mouvement est inscrit au cœur même du texte. Et je me réfère ici à ce que Ossip Mandelstam écrit admirablement sur Dante dans son petit essai Entretien sur Dante, quand il s'extasie littéralement devant ce que Dante, on voit Dante tout le temps marcher, on le voit gravir les collines, descendre, on le voit voler quelquefois. Il s'entretient avec les personnages qu'il rencontre dans l'enfer ou dans le purgatoire en marchant, en partie parce que pour eux s'arrêter veut dire donc qu'ils seront punis, et donc il est obligé en quelque sorte de se soumettre à leur rythme, mais en même temps on a l'impression qu'il le fait volontiers parce qu'il aime marcher et parce qu'il a tout un vocabulaire pour désigner les moindres mouvements de son corps et pas seulement de son corps. Donc tout cela fait qu'une traduction qui arrête ce mouvement et qui fait le texte perdre de cette dynamique, et le mouvement étant associé par définition à la vie, donc cette traduction ne fait qu'annoncer sa mort. Sur quoi je m'arrête et je vous remercie de votre attention.